Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Ravi de vous retrouver. Notre invité cette semaine, Olivier Piacentini. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Olivier Piacentini, diplômé de Sciences Po. Vous avez travaillé dans la banque et l'audit avant de fonder un cabinet de conseil dans l'assistance financière et juridique en 2001. On va faire avec vous un bilan macroéconomique de la Macronie, passé, présent, avenir. Avant de commencer, je vous incite comme d'habitude à cliquer sur le pouce en l'air, à partager, à commenter un maximum cet entretien pour un meilleur référencement de TV Liberté sur Internet. Ceci étant dit, commençons avec vous, Olivier Piacentini. On l'a observé ces derniers temps, le chef de l'État est très remonté de voir son bilan économique être écorné depuis plusieurs mois, avec un déficit à 5,5% du PIB en 2023 et au moins à 5% pour cette année. La réalité, c'est que la France est en train de prendre le chemin que la Grèce avait déjà emprunté en 2009. Le ministre de l'économie a annoncé qu'il devra trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires cette année, en 2024, et la Cour des comptes demande, quant à elle, 50 milliards d'euros d'économies d'ici la fin du quinquennat pour revenir, entre guillemets, dans les clous. Comment Emmanuel Macron a-t-il drogué la France à la dépense publique? Mais écoutez, déjà Pierre, je voudrais vraiment vous remercier pour ce projet d'émission. Parce que je trouve que depuis un certain nombre d'années, on ne traite de sujets économiques au niveau de l'économie française que par rapport à des flashs d'actualité, et on observe l'évolution de l'économie française que de façon très parcellaire et entrecoupée par les vicissitudes de l'actualité. Or, ça fait des années, vous me connaissez, que je dis que l'économie française s'enlise de plus en plus et dans son entièreté, dans sa globalité. La preuve, c'est que quand vous regardez tous les indicateurs essentiels de notre économie, ils sont tous dans le rouge, et tous beaucoup plus dans le rouge que tous les autres pays. Parce qu'on va vous dire, ah oui, mais il y a la guerre en Ukraine, ah oui, mais il y a eu le Covid, il y a eu ça. Mais comparons avec tous les autres pays comparables. Le déficit français, cette année, 5,6%. Est-il besoin d'en rajouter? Tout le monde le sait, c'est le plus gros déficit, à part celui de l'Italie, qui d'habitude avait un excédent budgétaire primaire et qui a dérapé ces 2 dernières années. La différence avec l'Italie, c'est que l'Italie a commencé déjà à réduire ce déficit, et que Mme Meloni tient ses engagements vis-à-vis, je dirais, des institutions financières internationales. Je crois que même la Grèce est revenue dans les clous. Elle a un déficit à 1,7, je crois. La Grèce est complètement 2024. dans les clous, elle est rétablie de ce point de vue-là. Je ne vais pas vous dire que c'est le paradis là-bas et que tout va bien, mais au moins il y a eu un effort de rigueur qui a payé. Le problème de la France au niveau du déficit public, c'est que le gouvernement ne tient jamais ses engagements. Ça fait depuis 2003 qu'on ne tient plus, je dirais, la limite des 3% qui était prévue, paraît-il, par les accords de Maastricht. Et la France ne tient jamais ses engagements. Et qu'est-ce qui risque de provoquer une sanction dans les semaines à venir? C'est que, à chaque fois, les objectifs de l'État ne sont pas tenus, que la dérive est de plus en plus grande et que donc on ne voit pas, je dirais, de plan qui amènerait à une réduction des déficits, comme d'ailleurs vient de le dire l'agence Fitch, qui n'a pas dégradé la France. On se demande bien pourquoi, puisque elle a laissé une appréciation extrêmement négative en disant que les objectifs de réduction ne sont pas ambitieux et difficiles à tenir. Vous avez le déficit public, mais vous avez aussi le déficit commercial, qui, depuis plusieurs années, est le plus important et de loin de l'Union européenne. Il faut savoir qu'en 2022, le déficit commercial était de l'ordre de 190 milliards d'euros, le plus gros de toute l'Union européenne. Le deuxième, c'était l'Espagne, 70 milliards d'euros. Mais vous vous rendez compte quand même de la différence. Alors que l'Allemagne est en excédent, l'Italie en excédent, et la Hollande en excédent. Bon. Donc vous avez un deuxième problème. L'inflation en France se réduit moins qu'ailleurs. Moins qu'ailleurs, c'est un des pays où l'inflation se maintient au niveau le plus élevé. Alors bon. Alors vous allez un petit peu vite en besogne, cher Olivier Piacentini. C'est pour donner une ambiance complète pour que les gens comprennent bien. On va descendre thématique par thématique. Et quant au chômage, la France, le gouvernement se gargarise que le chômage baisse, oui, mais il baisse moins vite que partout, parce que la même tendance s'observe partout, et le chômage baisse moins vite en France qu'ailleurs, on va certainement y revenir. Donc sur tous les tableaux, on n'est pas dans le peloton de tête. Alors peut-être pour illustrer ces dépenses à tout va, le coût de fonctionnement de l'État
est principalement mis en lumière. On s'en souvient, Emmanuel Macron avait promis une réduction de postes publics à son élection en 2017 de 120 000 et or aujourd'hui il en a créé plus de 148 000. Ça vous évoque quoi ? Et ça m'évoque déjà, alors rappelez-vous du contexte des élections de 2017, Macron avait évoqué ce chiffre de 120 000, parce qu'en face, le candidat Fillon, lui, prévoyait une réduction de 500 000. Et Macron n'avait eu de cesse de dire que lui, il était réaliste, que 500 000, ça tenait pas debout, mais que 120 000, il y arriverait sans peine, et que justement, on allait faire cette espèce de choc, un petit peu de baisse de la dépense de personnel public, mais en douceur. Bien. Mais même ce chiffre-là, il ne l'a pas du tout tenu, puisque non seulement il n'y a pas eu baisse, mais comme vous dites, il y a eu hausse du nombre de fonctionnaires. L'INSEE déclare qu'il y a eu même en 2023 59 000 nouveaux fonctionnaires recrutés. Bah oui. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation ? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, moi je vais reprendre, si vous voulez, la critique que Hayek avait formulée par rapport aux politiques keynésiennes. Puisque là, on est dans une politique keynésienne typique. À chaque fois qu'il y a une crise, on relance la dépense publique et on crée du déficit pour relancer l'économie. Sauf que, comme l'avait observé Hayek, malheureusement, la dépense publique, elle se pérennise. On n'arrive pas à la réduire une fois la crise passée, parce que c'est souvent des postes de fonctionnaires qui se maintiennent, et donc il y a une espèce d'effet cliquet, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée de la dépense publique, eh bien, on ne fait que l'augmenter. Donc, en réalité, ce n'est pas ça qu'il faut pour résoudre les problèmes comme la France les connaît actuellement. Ça, c'est le premier point. Donc, on a un problème idéologique, puisque Macron est keynésien et pas du tout libéral, comme il le prétendait. Ensuite, j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi un problème, si vous voulez, électoraliste et un problème, je dirais, de gestion des urgences. Parce que c'est vrai que la dépense publique a considérablement augmenté pendant la crise Covid, comme elle avait déjà augmenté pendant les Gilets jaunes. Donc, on a l'impression qu'à chaque fois, pour calmer l'opinion, pour rassurer, la seule solution, c'est la dépense publique. Donc, on a contribué pendant toutes ces années à droguer l'opinion à l'idée de la dépense publique, et le point culminant a été véritablement cette crise du Covid, où j'avais réagi en critiquant même, je dirais, les préconisations de Jean Tirole, prix Nobel, qui disait « mais on peut s'endetter, allons-y, les taux sont négatifs, prenons-en un maximum, et puis on remboursera après, avec les marges que vont dégager le numérique ». Bon, pour moi, Jean Tirole, sur ce coup-là, mais d'autres économistes comme Patrick Artus étaient sur la même ligne, étaient plus ou moins en service commandé par le gouvernement pour faire passer sa politique. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que ces dernières années, vous le savez, dans toute l'Europe, il y a une peur de la montée des populismes, et donc on évite un petit peu de mettre en avant la poussière, et puis on la met sous le tapis, et puis on essaye de faire passer ça à grands coups de milliards, quoi qu'il arrive, et ça a été le quoi qu'il en coûte. Voilà. Je pense que la poussée des populistes participe de cette poussée de la dépense publique et du fait qu'on ne veut jamais provoquer un choc dans l'opinion. Quand de grands économistes ont rejoint cette idée de créer de la dette, allons-y. Je pense que eux aussi étaient vraiment dans l'idée de faire gagner ce gouvernement à 1 an ou 1 an et demi des élections présidentielles, parce que, bon, ben, évidemment, un changement radical ferait peur. Et je pense qu'ils ont joué un jeu particulièrement malsain, parce qu'aujourd'hui, comment voulez-vous faire passer dans l'opinion qu'il faut faire des économies, qu'il faut revoir les choses de fond en comble, quand pendant 2 ans, on vous a dit qu'on peut sortir de l'argent, en veux-tu, en voilà, donc c'est où ? En réalité, de la BCE. Olivier Piacentini, on va revenir sur le déficit budgétaire de 5% en 2024. Ça représente 145 millions d'euros, 145 milliards, excusez-moi, d'euros. Comment vont réagir les agences de notation ? Ben écoutez, on a eu déjà l'avis de Fitch. Alors, pas de dégradation du point de vue de Fitch, mais on se demande pourquoi. Parce qu'encore une fois, l'appréciation qu'ils ont portée était particulièrement négative, particulièrement sévère. Là, il y a 2 autres agences de notation qui vont intervenir dans les semaines à venir, Standard & Poor's et Moody's, et je pense que là, Monsieur Macron n'évitera pas la sanction. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a de suite mis l'accent, il y a à peu près un mois, sur ce problème de déficit, alors que de l'avis des parlementaires, il était probablement au courant depuis 5-6 mois, et le budget était plus ou moins, je vais dire, bricolé de manière à, encore une fois, mettre la poussière sur le tapis. Ça va être quoi la conséquence d'une éventuelle dégradation de la France par ces agences ? Alors, la conséquence, elle est très simple. Nous avons 3100 milliards de dettes. Tous les ans, on crée encore du déficit. Donc, de la nouvelle dette
pour payer le déficit, parce que le déficit, on le paye comment? On fait de la dette, on l'étale. Et puis, il faut rembourser les échéances des prêts passés. Et donc, comme j'avais dit à l'époque, en répondant à Jean Tirole dans Boulevard Voltaire, les taux étaient négatifs il y a 3 ans, mais là, ils ne le sont plus. Et donc, à chaque fois qu'on prend un point de taux d'intérêt en plus, ça nous coûte 5, 7, 10 milliards d'euros d'intérêt en plus. D'après les experts... Je crois que 0,1% de déficit supplémentaire, c'est 3 milliards. C'est ça. Donc, de l'avis d'experts, on va arriver à 70 milliards d'intérêt de la dette pour l'État d'ici 2027 si on continue sur ce schéma-là. J'avais annoncé ça dans l'article que j'avais écrit dans Boulevard Voltaire en 2021. J'avais parlé de 70 milliards d'euros de charges d'intérêt. Il faut savoir que le budget d'État, c'est 450 milliards d'euros. Vous voyez? Donc, à peu près 15% vont être consacrés aux intérêts de la dette. Le budget de l'éducation nationale est inférieur à 70 milliards d'euros. Le poste charge de la dette va devenir le principal poste du budget. Donc, forcément, il y aura des coupes dans les budgets partout. La question, cette coupe dans les budgets, elle est nécessaire. Est-ce qu'on va la faire proprement, c'est-à-dire on va la faire là où il faut le faire, ou est-ce qu'on va faire n'importe comment, de façon brouillonne et dans la panique? Quand je vois les réactions actuelles du gouvernement qui ne sait plus à quel sens se vouer, les uns disent aussi, les autres disent ça, il faut taxer les super profits, il faut faire ci, il faut faire là, vous comprenez que je m'inquiète sur la politique qui va être mise en œuvre pour pallier à ces problèmes. Ce budget pour 2024 a été élaboré sur une prévision de croissance de 1,4 au départ, prévision ensuite révisée à 1%. Les observateurs économiques tablent plutôt sur une croissance à 0,7%, voire 0,5%. En fait, comment est-ce qu'on va pouvoir arriver ne serait-ce qu'à 1% de croissance alors que le champion actuel de l'Union européenne, l'Allemagne, est déjà en récession? Bien sûr, la récession de l'Allemagne a des impacts sur tous les autres pays. C'est évident, puisque le commerce avec l'Allemagne est l'Allemagne était le moteur de la croissance jusqu'à présent, et le commerce avec l'Allemagne est très important pour nos entreprises. Mais moi je dirais, quand vous citez ces chiffres-là, jusqu'où va-t-on descendre? Moi je vais vous dire, jusqu'à présent, il faut bien comprendre le système. En France, on a une croissance passoire, que j'appelle croissance passoire. C'est-à-dire que c'est une croissance qui est provoquée par les déficits. Parce que les déficits, c'est quoi? C'est une croissance achetée. On achète la croissance on l'achète en injectant de l'argent dans l'économie. Ouais. Cet argent, on l'emprunte. Et donc, on fait payer à nos enfants et à nos petits-enfants la croissance d'aujourd'hui. Quand vous avez cette année un déficit de 5,6%, pour une croissance de 0,9. Ça veut dire que vous avez injecté... L'année dernière. Vous avez injecté 160 milliards d'euros dans l'économie et vous n'en retrouvez même pas 30 milliards. Voilà. Donc c'est de la croissance passoire. C'est ça que j'appelle la croissance passoire. C'est de l'argent, en fait, qu'on injecte et puis qui finalement ne va servir que les intérêts des banquiers et on va en parler peut-être après, les industriels qui nous importent des produits. Donc, comment voulez-vous que la croissance se maintiennent dans les prévisions déjà pas terribles du gouvernement, alors qu'on va devoir restreindre les déficits et qu'il va y avoir des coupes à peu près partout. C'est bien sûr que cette croissance de 1% ne pourra pas être tenue, et si vous me réinvitez l'année prochaine, cher Pierre, je pense qu'on va pouvoir en reparler et se rendre compte qu'en fait, une fois de plus, le gouvernement n'a pas tenu ses engagements. Mais vous savez, malheureusement, moi je le constate, les agences de notation le constatent, les créanciers de la France le constatent. Peut-on encore se fier à la parole de la France quand elle est prononcée par Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et toute sa bande? Voilà. Justement, ces coupes, elles interviendront puisque Bruno Le Maire avait déclaré, c'était en février, qu'il y aurait 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Est-ce qu'on va assister, est-ce que les Français vont assister à une cure d'austérité sans précédent, à la grecque? Mais c'est l'évidence, parce que les 10 milliards, vous savez, quand votre déficit il est de 160, vous faites des économies pour 10 milliards, vous arrivez à 150. Et tout ça, alors, on va redescendre à quel moment, vous voyez? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est-à-dire que déjà, les 10 milliards créent des polémiques et, je dirais, énormément d'atermoiements au sein du gouvernement, voire un vent de panique. Mais 10 milliards, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, il a dit 10 milliards dans un premier temps, puis maintenant, on parle de 20 milliards.
qui serait vraiment le minimum pour essayer de rassurer nos créanciers. Mais comment va-t-on faire pour revenir déjà au fameux 3%, un déficit qui serait donc de l'ordre de 90 milliards, ce qui n'a rien de brillant, loin de là, qui ne fait qu'enfoncer la France. Mais regardez le gap avec là où nous en sommes aujourd'hui. En réalité, c'est déjà 70 milliards d'économies qu'il faudrait trouver pour revenir dans ce fameux critère de 3%. Et là, on nous parle de 20 milliards, et encore, vous le savez bien, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas, sauf sous la contrainte. Vous savez, on arrive toujours à se remettre dans les clous, un beau jour. La Grèce s'est remise dans les clous. Mais elle s'est remise dans les clous dans quelles conditions ? À la schlag. À la schlag. C'est pas elle qui s'est remise dans les clous. C'est les créanciers, l'Union européenne, le FMI, la BCE qui l'ont remise de force dans les clous en faisant planer une énorme menace sur la suite de l'activité du pays, en la poussant à vendre ses joyaux, en la poussant même à baisser le salaire des fonctionnaires, à réduire les retraites, etc., en ponctionnant les épargnants. C'est comme ça que la Grèce s'est remise dans les clous. Donc soit on a un gouvernement qui est capable de nous remettre dans les clous posément, calmement, en expliquant aux Français quelle est la situation. En donnant des objectifs. En donnant des objectifs qu'on tient. Et en faisant de la pédagogie vis-à-vis des Français, ce que ce gouvernement n'a jamais fait. Il n'a jamais fait que créer un nuage de fumée. Alors un coup, on s'endette à fond. Tout d'un coup, on freine des cas de fer. On ne sait pas pourquoi. Vous voyez, on nage au gré des circonstances et au gré des courants. Il faut une politique de pédagogie, il faut arrêter de mentir aux Français, de leur faire croire que la vie est belle quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, et il faut leur expliquer qu'aujourd'hui, il est temps de se remettre dans une situation normale d'un pays qui compte sur sa production et le travail des gens pour arriver à payer son train de vie. C'est ça qu'il faut arriver à mettre en tête des gens, et que ce gouvernement s'est acharné pendant des années à évacuer justement de l'esprit des populations en lui faisant croire que l'argent était facile, il suffit de taper chez M. Draghi ou Mme Lagarde. Le pouvoir d'achat, Olivier Piacentini, reste la plus grande préoccupation des Français. C'était déjà le cas lors de la campagne de 2022, on s'en souvient. L'inflation est, selon Eurostat, aujourd'hui, en mars, à 2,4%. Elle devrait rester stable jusqu'à la moitié 2024. En septembre dernier, on s'en souvient, 35% des Français indiquaient ne plus faire 3 repas par jour. Est-ce que sur cette question du pouvoir d'achat, la politique d'Emmanuel Macron est directement en cause ? Écoutez, pour moi c'est très clair. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait des années qu'on parle du pouvoir d'achat des Français, donc de ce qu'ils mangent. Voyez ? Et moi je fais surtout référence aux Français qui travaillent. Parce que, voyez-vous, ceux qui ne travaillent pas, que voulez-vous que je vous dise ? C'est évident qu'ils vont avoir des difficultés. Mais moi, je vous parle, dans ces 35%, d'une majorité de gens qui travaillent et qui, de leur travail, n'arrivent plus à vivre correctement. Là est le problème. Mais le fond du problème n'est jamais abordé. On vous parle de tas de choses, de la guerre en Ukraine. Le fond du problème, c'est qu'il y a un écart monumental entre ce que paye le patron au niveau des charges patronales et des charges salariales qui pèsent sur le salarié, sur le brut, mais que le patron honore, et le salaire réel de la personne. Vous avez un écart, il faut bien comprendre quelque chose. Quelqu'un qui a un salaire de 3 000 euros, et il peut s'estimer heureux de l'avoir, je dirais, mais le patron a déboursé plus de 5 000 euros. Donc vous avez là les marges pour retrouver du pouvoir d'achat, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Mme Meloni en Italie. Elle a baissé les charges qui pèsent sur le brut de 3 à 4%, 3 à 5%, ça dépend des catégories, de manière à recréer du pouvoir d'achat et de la motivation pour le travail. Le fond du problème, il est là. Concernant l'évolution de l'inflation, il y a 1 an et demi ou 2, le gouvernement se gargarisait parce que la France avait un taux d'inflation inférieur à celui des autres pays. Mais pourquoi ? Parce qu'on faisait des chèques partout pour faire baisser les prix de force. Mais la politique du chèque, comme je l'avais dit à cette époque, va créer la future inflation. L'inflation, c'est le fait qu'il y avait trop de liquidités dans l'économie par rapport à la production. C'est pour ça que je l'avais annoncé 7 à 8 mois avant le début de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, ça a rajouté, bien entendu, mais ce n'est pas le déclencheur. Le déclencheur, c'est toutes ces politiques de quoi qu'il en coûte, de quantitative easing qui ont créé une masse monétaire colossale et
qui ont généré de l'inflation. La politique de Macron, dans un premier temps, ça a consisté à refaire encore des chèques pour parer à l'inflation. Mais d'où lui vient cette frénésie à signer des chèques? Ça profite à qui, ça? C'est très simple, ça profite à lui et son élection, puisque là on vous parle d'événements... Maintenant qu'il est réélu et qu'il ne pourra plus l'être en 2027. Ah ben là il parle plus de chèques, hein, vous avez observé. Hein, ouais. Là, je pense non mais que là, d'accord, mais enfin l'Ukraine il en signe des chèques. Là. Ah ben pour l'Ukraine oui, mais alors là on est sur encore autre chose, c'est-à-dire que là on pourrait déborder sur sa politique internationale qui est de mon point de vue tout aussi catastrophique. Mais avons-nous le temps d'aborder cette question aujourd'hui? C'est pas le propos. Ouais. On pourrait. Il est évident que les chèques qu'on signe à l'Ukraine pour une cause qui, à mon avis, et de l'avis de beaucoup de spécialistes, est sur le point quand même de s'enliser, on va dire, pour le moins, voire d'être perdu. Même les Américains en sont sortis, là, de cette histoire. Mais je pense que les Américains en sont sortis et risquent de prendre des initiatives avant les élections de novembre, parce que je ne vois pas Joe Biden arriver en campagne en annonçant que l'Ukraine est sur le point de rupture. Vous voyez, donc j'ai comme l'impression qu'eux essayent, en catimini, de créer, je dirais, une espèce de table ronde ou des contacts pour arrêter cette situation, parce que tout le monde voit bien que la politique de Biden est en train je dirais, de prendre l'eau. Mais alors, le seul qui la défend encore, c'est Macron, qui veut se faire plus royaliste ou plus otaniste que l'OTAN. Bon, il serait temps d'arrêter tout ça. Aujourd'hui, il faut arrêter la dépense publique, et à commencer, évidemment, par celle qui concerne une guerre en Ukraine, qui, de toute façon, Macron n'arrivera pas à changer le cours. En tout cas, en ce qui concerne Emmanuel Macron, il l'a déclaré, le problème budgétaire de la France est à chercher du côté des recettes, mais il a assuré qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts, comme l'a préconisé François Bayrou. Est-ce qu'il faut le croire sur parole, ça? Pas d'augmentation d'impôts, il a aussi renoncé à une loi de finances rectificative. Cher Pierre, on est entre nous, là. Bon, vous me dites, il a assuré. Vous y croyez, vous, aux assurances de Macron? Mais qui c'est qui y croit? Moi, je prends les taxis, les Uber, je parle avec les cafetiers, les trucs, mais qui croit encore aux assurances de Macron? J'ai entendu plus personne. Un taxi qui me disait, il ment tellement qu'on peut même plus croire l'inverse de ce qu'il dit. Oui, on ne sait même plus. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il faut presque le prendre à rebours. Alors quand il dit ça, ça veut dire que, etc., etc. Pour vous dire, je suis tombé, il y a 15 jours, sur un article du Huffington Post de Madame Sinclair, qui est quand même pas le journal le plus anti-macroniste qu'on puisse connaître. Vous en convenez avec moi. Eh bien, même eux se moquaient de Bruno Le Maire et, je dirais, des prétextes qu'il a trouvés. C'est-à-dire que le titre, c'était Bruno Le Maire vient enfin de trouver la cause de l'augmentation du déficit public, et c'est une bonne nouvelle, merci Bruno. Voilà, ça c'était le titre. En fait, Bruno Le Maire a expliqué qu'il y avait eu un déficit des recettes à cause de la baisse de l'inflation. Mais vous vous rendez compte? Alors que la baisse de l'inflation, vous l'observez partout, et que dans tous les autres pays, vous avez quand même une baisse des déficits publics. Donc ils sont prêts à raconter n'importe quoi à ce propos. En réalité, moi je vous le dis très clairement, le problème de la France vient de sa dépense publique faramineuse. Et il n'y a pas besoin d'être, à la limite, un grand expert économique pour s'en rendre compte. La France est à 57% de dépenses publiques, 5, 6, 7, 8, 10 points, 15 points même de plus que tous nos principaux partenaires. Vous voyez, au Royaume-Uni, elle est à 40. Oui, la France est à 57 exactement, 3 en 2023. La moyenne dans l'UE est inférieure à 50%. Bien sûr, mais il y a une autre question qui se pose. C'est-à-dire, donc vous voyez bien que le problème, c'est la dépense. Les recettes... Oui, elle a augmenté de 250 milliards d'euros depuis 2017. Bien sûr, c'est la politique de Macron, tout simplement. Sa politique qui consiste toujours à réagir aux urgences en faisant des chèques. Et puis finalement, ses promesses de libéraliser l'économie, je dirais, de laisser vivre les entreprises, n'ont jamais été tenues, aussi bien au niveau des charges des impôts, ou quelques petites charges comme si cosmétiques, des effets d'annonce. Et puis, les entreprises sont également matraquées de réglementation. On oublie de le dire. Mais tout ceci... Par l'Union européenne. Par l'Union européenne, mais c'est Macron qui retranscrit, je dirais, ces directives. C'est Macron qui a la main pour les appliquer de certaines manières. Donc l'Union européenne joue effectivement un rôle là-dedans. Et puis la politique du gouvernement également. Il n'a pas créé ce choc de l'offre en faveur des entreprises qu'il avait promis. Au contraire, il n'a cessé d'augmenter le nombre des fonctionnaires et la dépense publique, comme on l'a dit, et la France est toujours la championne de la dépense. Au niveau des recettes, vous savez, on est là aussi le pays le plus taxé du monde. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ?
Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Si la France est en manque de recettes, c'est tout simplement, suivant le bon mot, trop d'impôts finit par tuer l'impôt. Parce qu'il finit par tuer l'activité. Les entreprises sont écrasées de charges, écrasées de réglementations, de normes. On a parlé des agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les agriculteurs? Ils vous disent tout simplement qu'ils sont écrasés par les charges sociales, par les impôts, par les réglementations, qui ne peuvent plus suivre la concurrence des autres et qui sont en fait en train de perdre des marchés et qui ne peuvent pas tenir. Mais les solutions, on les connaît. D'ailleurs, Bruno Le Maire a écrit un dernier ouvrage pour se dédouaner un petit peu de la politique du président de la République. Il les connaît, les solutions. Donc en fait, on continue dans la même direction. C'est pas une volonté de nuire, ça ? Écoutez, oui, moi je crois qu'à un moment donné, vous savez, comme je dis souvent aux gens dans la rue, quand je parle avec des gens, vous savez, on a trouvé le moyen de créer une nouvelle taxe pour les agriculteurs, alors que quand même le ministre des Finances, il a les déclarations de revenus de ces gens-là, il sait bien qu'ils sont dans une grande souffrance. Et on continue de les taxer. Et vous allez me dire que c'est un hasard. On continue à signer des contrats avec des pays étrangers pour on continue à signer des contrats de libre-échange. Des produits qui ne répondent absolument pas aux normes sanitaires, environnementales, sociales, etc. On continue à créer ces contrats de libre-échange, c'est-à-dire qu'on place nos entreprises qui sont surtaxées et surréglementées, et on les met en concurrence avec tout et n'importe quoi, y compris même sur le marché français. Et vous pensez que ce n'est pas voulu, qu'ils ne le constatent pas. Vous croyez qu'ils ne le constatent pas. Moi, je suis persuadé que c'est une évidence. Ça fait des années que je parle du fameux couple socialisme-mondialisme qu'on nous applique et qui est une véritable potion pour notre économie. Olivier Piacentini, on va faire une pause et on va tout de suite se poser la question de la politique publique de la France partagée entre d'un côté le socialisme et le mondialisme. On a bien vu que Macron est le prolongateur de ces politiques dépensières socialistes. On revient dans un instant. On reprend avec vous cet entretien, Olivier Piacentini. Je lisais un article que vous aviez signé il y a quelques jours dans les médias. Vous dites que la France conjugue deux politiques contradictoires, celle du socialisme, celle du mondialisme. C'est quoi les éléments visibles de ces deux idéologies dans nos politiques publiques? Vous le voyez très bien. Le socialisme, il se traduit comment? Dépenses publiques nettement supérieure à celle de tous les autres pays européens. Je ne parle même pas évidemment des pays émergents. Et cette dépense publique est constituée pour plus de la moitié. Non mais on va vous dire les socialistes aussi. Les Espagnols, ils sont dirigés par un socialiste. Les Allemands, ils sont dirigés par un socialiste. Oui, mais ces socialistes sont moins socialistes que nos libéraux à nous. C'est ça qui est quand même inquiétant. Vous voyez, que nos prétendus libéraux à nous. En réalité, depuis 40 ans, le seul président qui a connu une légère baisse du nombre de fonctionnaires, c'est sous Sarkozy, 60 000 fonctionnaires en moins. Mais on reproche que la coupe qui a été faite était un peu brouillonne et a atteint un certain nombre d'agents qui, en réalité, sont des agents opérationnels. Car quel est le problème de la France? En France, vous avez 5,7 millions de fonctionnaires. Dans les autres pays, quand on rapporte à la population, je parle d'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., l'Espagne, il y aurait 1 million de fonctionnaires en moins. Alors, je vous pose une question, Pierre. Est-ce que la France est meilleure que l'Allemagne en termes de sécurité, par exemple, ou que l'Italie, ou que l'Espagne? Non. Au niveau de l'éducation nationale, est-ce qu'on est meilleur? Non, on ne fait que dégringoler dans les classements PISA. Au niveau de la santé, ça se dégrade. À tous les niveaux, vous voyez bien que ça se dégrade. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce surcroît de fonctionnaires est là pour appliquer des normes et des réglementations à l'excès que pondent nos gouvernants et nos parlementaires. Et en fait, c'est un système de création de postes de fonctionnaires qui n'ont pas d'utilité. Quand je dis ça, je n'attaque pas ces gens-là. J'attaque pas leur travail. Ils appliquent ce qu'on leur dit de faire. J'attaque l'organisation de l'État qui est promue et mise en place par nos gouvernants. En fait, aujourd'hui, une bonne politique pour la France, c'est de réduire le nombre de fonctionnaires et de nous débarrasser d'un certain nombre de lois. C'est-à-dire que beaucoup de parlementaires ou de ministres sont contents d'avoir leur loi. Moi, je serais content qu'il y ait un ministre qui crée une des-lois. Vous voyez, je ne sais pas comment appeler ça. Vous voyez, qu'on évacue un certain nombre de lois qui paralysent l'activité, qui ne cessent d'embêter les gens. Il faut arrêter d'emmerder les Français, comme le disait le regretté président Pompidou. À Jacques Chirac. À Jacques Chirac, oui, évidemment, oui, là, il avait trouvé à qui parler. Et puis, le socialisme, vous l'avez parce que plus de la moitié de la dépense publique, c'est des revenus de transfert. Et parmi ces revenus de transfert, c'est des revenus sociaux. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un différentiel de 7-8 points de ce type de revenus par rapport, là encore, à tous les autres pays européens. Donc, où que vous regardiez, il y a un problème.
il y a un décalage par rapport à tous nos voisins européens envers qui on est en concurrence complète. Hein. On est dans l'Union européenne, c'est comme si nous étions le même pays, sauf que là, quelqu'un qui vient s'y mettre va payer 7 à 8% de plus pour financer et la dépense sociale et la gabégie de l'État. Et le mondialisme ? Le mondialisme, c'est ce qui fait que cette politique se fracasse. Cette politique socialiste, appliquée dans le cadre du mondialisme, provoque l'explosion de notre économie, puisque nos entreprises ne peuvent pas résister à la concurrence. C'est le libre-échange total, le mondialisme. Le mondialisme, c'est le libre-échange total. Il s'applique déjà au sein de l'Union européenne, où il y a un différentiel, encore une fois, de compétitivité pris par rapport à nos concurrents, avec ce que je viens de vous décrire. Et puis alors, il s'applique de plus en plus avec les pays émergents, où là aussi c'est ouvert, il suffit d'aller dans les étalages pour le constater, et on continue d'aller toujours plus loin. C'est-à-dire que Macron, qui veut préserver, paraît-il, à un moment donné, il s'est prétendu souverainiste, quand ça devenait à la mode, vous voyez, mais en réalité, il va signer des accords de libre-échange, le CETA, le Mercosur, avec d'autres pays, je dirais, d'Océanie, la Nouvelle-Zélande, etc. Alors qu'on sait que le mouton, par exemple, néo-zélandais va devenir un concurrent redoutable pour nos éleveurs. Donc, en réalité, il place nos économies, c'est-à-dire nos PME, nos PMI, nos agriculteurs, en situation de perdre tout leur marché. Donc, il œuvre, et moi je dis délibérément, pour la destruction de notre tissu économique. Qu'il le fasse délibérément ou pas, d'ailleurs, peu importe. Vous voyez, là, on va dire que je suis complotiste. Peu importe. Le fait est que le résultat de la politique qu'il mène depuis des années, c'est la destruction de nos entreprises. Voilà. Côté fiscalité, le taux de prélèvement obligatoire est quasiment l'un des plus hauts en Europe. On est pour 2023 à 43,5%. Et pourtant, on le voit, les Français assistent au naufrage de tous leurs services publics, la justice, la sécurité, la santé, l'éducation. Il y a une question que se pose à TV Liberté sur le plateau de Politique et Économie, c'est où passent les impôts des Français ? C'est quoi ? C'est l'État profond qui se gave ? Alors, les impôts des Français, vous avez déjà produit plusieurs points. Augmentation des charges des intérêts de la dette. On en a parlé tout à l'heure. Augmentation du nombre de fonctionnaires pour, encore une fois, des métiers qui ne sont pas directement au service des gens, mais qui sont plutôt des métiers de contrôle par rapport à toutes les normes et les réglementations qu'on nous inflige et qu'on inflige à peu près à tous les services. Il y a une gabégie. Vous avez, je pense également, un autre facteur qui est peut-être moins chiffré mais qui est important. Avec cet écrasement, vous avez un écrasement de la pyramide des salaires dans la fonction publique et le parapublic qui fait qu'aussi beaucoup d'agents ne sont plus motivés. Vous voyez, ne sont plus motivés. Vous prenez par exemple les pauvres infirmières, les médecins traitants et autres, qui n'en peuvent plus, des tas d'heures supplémentaires. Il y a des hauts fonctionnaires à Bercy qui reçoivent des rémunérations qui sont bien au-dessus des grilles, de la grille auquel ils devraient appartenir. Mais bien sûr, mais là, vous savez, on est dans l'entre-soi. Et en fait, là encore, vous savez, Macron est plus le président de cette haute élite d'énarques et de très hauts fonctionnaires que le président des petites entreprises dont il s'est prétendu et qui est vraiment totalement injustifié. La protection sociale, on s'en souvient, Emmanuel Macron nous avait dit ça coûte un pognon de dingue. Oui, mais il l'a dit, oui. En France, la protection sociale, c'est 32,2% du PIB. C'est ça. En Europe, c'est 27%. Pourquoi l'argent des Français doit nécessairement passer entre les mains de l'État ? C'est quoi ? C'est une conception communiste, en fait ? Complètement, moi je crois. Enfin, je n'irai pas jusqu'à dire communiste, mais on y tend, puisque ça ne cesse d'augmenter. Oui, c'est une conception qui considère... Les prélèvements obligatoires, je crois que même la Chine fait moins que nous. Même les Chinois se foutent de nous, quoi. Complètement. Mais la Chine est-elle vraiment complètement du communisme ? C'est du communisme plus dans sa structuration politique. En réalité, la Chine est aujourd'hui un système qui laisse plus de liberté aux entreprises, mais on sait bien que derrière, je dirais, l'État ne fait qu'une concession et qu'il est capable de taper fort si quelqu'un sort des clous. C'est plus une volonté, le communisme est plus une volonté de maintenir les entreprises au garde à vous, je dirais. Mais en réalité, c'est vrai qu'ils payent moins que nous. Ils sont moins communistes que nous dans les faits. La réalité, c'est que tout ce système écrase les entreprises et veut faire disparaître, ou en tout cas contribue à faire disparaître petit à petit l'entrepreneuriat individuel et la propriété privée. Au profit de quoi cet écrasement ?
Tout simplement, moi je vais être très clair, je l'ai dit depuis le début, dès l'élection de Macron. Macron, c'est pas le président des entreprises dans le sens de la petite entreprise. C'est le président du haut patronat, du CAC 40 et de la haute finance. Ce socialisme dont vous parlez, il s'applique à qui? Il s'applique aux entreprises qui sont enracinées ici, qu'elles soient petites, moyennes, voire des grandes, mais qui ont leurs installations ici. Mais les grandes multinationales s'en affranchissent, puisqu'elles délocalisent dans des pays à bas coût de main-d'œuvre, qu'elles rapatrient leurs avoirs dans des sièges sociaux, dans des paradis fiscaux et autres, comme l'Irlande, au sein même de l'Union européenne, Irlande, Pays-Bas, etc. Et donc, que se passe-t-il? Vous avez une distorsion de concurrence qui fait que les multinationales, petit à petit, s'emparent progressivement de tout le tissu. Et il suffit de voir à chaque crise, vous voyez des tas de petits commerçants, des bars indépendants et autres qui ferment, et qui reprennent derrière des franchises, des établissements bancaires ou des grands groupes. Donc petit à petit, la politique qui est menée, c'est du socialisme qui n'est payé que par ceux qui sont sur place, et le socialisme, les multinationales s'en affranchissent et ne bénéficient que du mondialisme, qui est le versant principal de cette politique. Il faut bien comprendre quelque chose. Le mondialisme est un impératif pour Macron. Le mondialisme, l'européisme, tout ce que vous voulez. Et donc, partant de là... C'est un impérialisme. Voilà. Partant de là, on justifie le socialisme en disant, oui, mais dans la mondialisation, il y a des laissés pour compte, il faut donc maintenir le système social en place pour penser les blessures de toutes les victimes du mondialisme. Moi, je dis non, c'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faudrait revoir le mondialisme, non pas fermer les frontières, vous voyez, parce qu'on nous fait toujours passer pour des fous. Mais Donald Trump avait entamé une guerre commerciale avec la Chine et avec d'autres pays pour protéger ses entreprises. Et ça avait très bien marché. Avec l'aluminium, on s'en souvient. Voilà, l'aluminium, l'acier, pas mal de choses. Donc, il faut revenir sur ce mondialisme échevelé. Moi, je ne vous parle même pas d'une ouverture. Bon, c'est normal, il y a des échanges. Tout ça est logique. Il faut contrer nos concurrents les plus déloyaux. Et à partir de là, il faut réduire les charges qui pèsent sur les entreprises et leur donner la possibilité d'embaucher, étant entendu qu'on les protège. Donc, il faut arrêter de faire peser sur l'État et les caisses sociales le salaire de tas de gens et redonner aux entreprises la main pour embaucher. C'est exactement ce qu'il faudrait faire. Mais ce gouvernement ne le fera jamais, parce que le mondialisme, c'est vraiment, je dirais, la pierre angulaire de sa politique. Vous voyez, jamais il ne remettra en cause le moindre traité de libre-échange, la moindre question de frontières. Voilà. Donc, il faut vraiment changer de politique. Et à mon point de vue, le gouvernement, ce gouvernement ne fera jamais rien qu'épouser des éléments de langage qui vont plaire à l'opinion à tel ou tel moment de l'actualité. On entend beaucoup Emmanuel Macron et son ministre des Finances, Bruno Le Maire, se gargariser avec la baisse du taux de chômage. Il était en effet à 9% en 2017, il est début 2024 à 7,4%. Ce taux, est-ce qu'il est exact en fait ? Alors, le taux est-il exact ? Moi, je vais vous dire, déjà, effectivement, il y a une première question qu'on peut se poser, parce qu'on entend beaucoup de gens dire qu'au moindre mail auquel ils oublient de répondre, ils se retrouvent radiés des listes. Il y a véritablement, depuis quelque temps, des consignes, là encore, je ne critique pas les agents de Pôle emploi, des consignes qui sont données pour essayer de faire baisser les chiffres. Des reclassements entre les différentes catégories. Des reclassements entre les différentes catégories. On oublie de parler de tous les allocataires du RSA qui, évidemment, ne sont pas là-dedans, vous voyez, alors où on les met. Mais en fait, en réalité, c'est les chômeurs, eux aussi, vous voyez. Mais, sans parler de tout ça, parce que là, on fait un petit peu des supputations ou des choses, moi, je suis persuadé qu'il y a des manipulations sur les chiffres. Mais même ces chiffres manipulés, le gouvernement n'aurait pas à s'en gargariser. Pourquoi ? Parce que là encore, il faut faire une comparaison avec les autres pays européens. Or, le chômage baisse dans toute l'Europe. Oui, seules la Grèce et l'Espagne ont un chômage plus élevé. Oui, mais il baisse plus vite qu'en France. Pourquoi ? C'est une simple tendance démographique. Les auditeurs de TV Liberté vont comprendre très vite. La génération des boomers arrive à l'âge de la retraite. Donc c'était la génération la plus nombreuse. Donc forcément, elle libère des places. Et donc forcément, vous avez moins de chômage. Obligatoirement. Et le même résultat s'observe partout. Sauf que la France, il y a encore quelques mois, avait un taux de chômage inférieur à celui de l'Italie. L'Italie, aujourd'hui, a un taux de chômage inférieur à celui de la France, peut-être parce que Mme Meloni prend des mesures un peu plus cohérentes. Et le taux de chômage de la Grèce et de l'Espagne baisse plus vite, et en fait, le différentiel avec la France ne cesse de se réduire. Donc, même ce chiffre-là,
dont le gouvernement ne cesse de se gargariser, je m'étonne qu'aucun économiste sérieux, qu'on voit sur les plateaux télé, je pourrais les citer, le chiffre, l'anglais, etc., il n'y en a pas un qui est capable de voir ça. Que le taux de chômage de la France est celui qui baisse le moins vite et que peut-être que cette baisse n'est pas liée à une prétendue politique gouvernementale en ce sens. Voilà. Le chômage en France, rappelons-le, c'est quand même 6 millions de personnes, plus de 20% de la population active, un travailleur du privé sur 4, niveau historiquement haut. Pourtant, le gouvernement continue de parler de plein emploi. Oui, mais enfin, ça, il continue de parler de plein emploi. Vous savez, ce gouvernement ne parle qu'en termes d'éléments de langage. Il est capable de faire passer, je dirais, du plomb pour de l'or, avec des belles paroles. Je vous ferai observer qu'il y a encore quelques mois, sur les plateaux télé, on vous expliquait que l'économie française résiste. Qu'elle se porte bien, qu'elle va bien. Non, on est une économie solide, Monsieur le maire arrivait et compagnie. Alors maintenant, il est complètement désarçonné, vous voyez. Alors, il a l'habitude, si vous voulez, que personne ne soit à même de lui répondre en face, que tout le monde acquiesce à ce qu'il raconte. Et donc là, aujourd'hui, il est désarçonné parce qu'il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Ils sont pas tellement méchants, vous avez observé, même sur les plateaux, avec lui, par rapport à une situation pareille. Quand vous le voyez arriver, et tout d'un coup, en fronçant les sourcils, oui, il y a un problème de déficit, il va falloir serrer la vis et compagnie, mais le problème de déficit, c'est lui. Mais très peu de journalistes ont eu le courage de le lui dire. Il n'y a eu que sur RMC, Marchal et Truchot qui, au bout de l'entretien, lui ont envoyé ça dans la figure. Mais enfin, c'est quand même incroyable. On se trouve en face de pompiers pyromanes. Donc, si vous voulez, il serait temps, aujourd'hui, que ce gouvernement arrête de prendre les Français pour des imbéciles. Arrête de prendre les Français pour des gens qui n'y connaissent rien. Arrête de croire que tout le monde va acquiescer à tout ce qu'il raconte. Mais il s'en fiche de toute façon puisque rien ne va se passer. Emmanuel Macron est encore en poste jusqu'en 2027 et après... Oui, mais vous savez, rien ne va se passer, Pierre, encore une fois. Dans quelques jours, quelques semaines, il y aura de nouvelles notations des agences. Et donc forcément... Même s'ils perdent les européennes, mais je veux dire, ils sont en place. Tout ce qu'ils font pour eux, c'est d'être à Bercy, c'est d'être à l'Élysée. Pierre, moi je vais vous dire quelque chose de très clair. Macron, pour moi, depuis le début, j'ai compris, d'entrée, qu'il était mandaté pour dérouler le programme d'une super élite mondiale. De banquiers, de financiers, de très grandes entreprises. Bien. Ce programme, il veut le mener jusqu'au bout. Mais en aura-t-il les moyens ? En aura-t-il les moyens si tout le monde le lâche, à commencer par ces grandes institutions financières ? Vous voyez, on sent, y compris parmi les chefs d'État des pays les plus alliés, y compris même parmi le patronat, les grandes entreprises françaises et la grande banque, qu'il n'est plus en odeur de sainteté. Vous voyez ? Donc, en fait, va-t-on lui laisser la possibilité d'aller au bout de sa mission ? Moi, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on essaye de lui mettre des bâtons dans les roues, mais à travers lui, c'est nous qui allons prendre des bâtons dans les roues. Parce que quand les agences de notation vont dégrader la France, ça va être des milliards et des milliards que nous allons devoir payer en plus, alors que nous sommes déjà à l'agonie financièrement. Vous croyez que le peuple français va rester comme ça, tranquille, et va continuer à payer, alors que, comme vous le dites, les gens n'ont même plus de quoi manger à leur faim ? Ne risque-t-on pas un nouveau phénomène de gilets jaunes ? Moi, je vous dis très clairement, je pense qu'on va assister dans les mois et les années à venir à un chaos comme on ne l'a jamais connu en France à cause de ce gouvernement. On va évoquer aussi la balance commerciale française. Elle est en déficit de 99,6 milliards en 2023. Elle avait battu le record en 2022 avec un déficit de 190 milliards d'euros. Quand on regarde un graphique, on se rend compte que cette balance commerciale française est en déficit depuis l'introduction de l'euro, c'était en 2002. Est-ce que c'est seulement du fait de l'introduction de cette monnaie, le déficit commercial français ? Alors, la question que vous posez est la suivante. Est-ce que c'est seulement du fait de l'introduction de la monnaie ? L'euro n'a pas profité à notre balance commerciale et à notre économie. Pourquoi ? Parce que la parité de l'euro par rapport au Deutschmark n'est pas bonne. Donc, elle renchérit les prix des produits de notre pays vis-à-vis de l'Allemagne, entre autres. Mais l'Italie a le même problème. C'est exactement le même problème. Les deux pays qui ont eu, je dirais, les mauvais retours par rapport à l'euro, c'est la France et l'Italie. Sauf que l'Italie est un excédent commercial. Donc, oui, l'euro ne joue pas un rôle favorable à notre pays, mais notre pays aussi est dans une situation particulière et catastrophique. Et cette situation, elle ne touche pas à un problème de commerce extérieur à proprement parler. Elle touche à un problème général d'une économie qui ne peut pas tourner normalement
et qui donc se retrouve avec ce résultat-là, parce que le déficit commercial, c'est le marqueur principal de la situation économique, de là où se trouvent les performances et la compétitivité de notre pays, qui est catastrophique. On a parlé... Je me souviens déjà que sous le quinquennat Sarkozy, on parlait de 750 000 postes dans l'industrie supprimés. Oui, mais ça n'arrête pas. Aujourd'hui, la France est le pays qui a la part de PIB par rapport de part d'industrie par rapport au PIB la plus faible de tous les autres pays. Vous comparez avec l'Allemagne, mais même l'Italie a un PIB industriel qui est du double de celui de la France. Et même l'Espagne. Quel est le problème de notre pays? Moi, je vais vous le dire. On taxe les entreprises. On crée de la dépense sociale. On crée de la dépense publique. Les entreprises n'arrivent pas à s'en sortir. Elles sont surtaxées. Elles perdent des marchés. L'État, pour pallier au problème du chômage, réinjecte encore de l'argent du déficit public. Mais comme la production n'est pas relancée, cet argent que vous mettez dans l'économie et que vous donnez aux gens pour qu'ils arrivent à survivre, mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils achètent des produits, mais des produits qui viennent d'où? Des produits chinois, des produits coréens, des produits brésiliens, des produits indiens, des produits italiens, des produits ce que vous voulez, mais pas français, puisqu'on ne relance jamais la production. Et donc, le déficit public et le niveau de charge, c'est de l'argent qu'on dépense, on s'endette pour ça. Et au final, cet argent va dans les caisses des industriels de nos concurrents. Le déficit commercial industriel correspond à peu près à 1 200 000 emplois français dont on se prive au bénéfice de l'Allemagne et de la Chine. Exactement, mais c'est tout à fait ça. En fait, encore une fois, notre endettement et nos déficits servent à remplir les caisses des industriels de nos concurrents. Il serait temps que ça s'arrête. C'est là qu'est le cœur du problème. C'est de ça dont Macron devait parler. Mais vous croyez qu'il ne connaît pas le problème ? Parce que moi, je crois à ses compétences économiques, en tout cas à son savoir économique. Par contre, je pense qu'il a d'autres priorités qui l'empêchent de traiter le fond du problème qui est celui-là. Parmi ces priorités, il y a la transition énergétique. Voilà. Malgré la hausse des prix de l'énergie qu'on constate depuis des mois, Emmanuel Macron continue à s'entêter dans cette idéologie écologiste. Il a prévu 62 milliards d'euros de budget cette année pour les ministères concernés par la transition énergétique. C'est 15% de plus que l'année dernière. Où cette politique va-t-elle mener l'économie française, l'économie de la transition énergétique? Écoutez, moi je vais vous dire très clairement, là encore, le fond de ma pensée, c'est pas une transition énergétique, c'est une transition dans le sens d'un redéploiement des économies occidentales vers les pays du tiers-monde qui est cautionné par cette politique. Parce que, moi je vais vous dire quelque chose, toutes ces industries qu'on est en train de perdre, tous ces élevages bovins qu'on est en train de perdre, par exemple, au nom de la transition écologique, puisqu'il faut émettre moins de gaz à effet de serre. Il paraît que c'est les vaches qui font les gaz à effet de serre. C'est incroyable. Pourtant, les vaches, c'est pas la dernière nouveauté du siècle. Hein. Ça existait même avant, mais il paraît que c'est ça. Bien. Mais paraît-il. Enfin, moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis que tout ça n'est pas supprimé, c'est transféré ailleurs. Mais alors, quel effet ça joue, quel rôle ça joue sur les gaz à effet de serre? Vous savez, il y a eu un sommet climat il y a 2 ans, en visioconférence, puisqu'on était en période Covid, et tous les chefs d'État présents, alors il y avait Madame von der Leyen, Monsieur Biden, Monsieur Johnson, Monsieur Macron évidemment, Monsieur Draghi, enfin bref, il y avait tout le gratin. Bien. Se sont tous engagés à des réductions de gaz à effet de serre d'ici 2030. 45% aux États-Unis, 55% l'Union européenne, etc. Et la Chine était présente, Monsieur Xi était présent. Et vous savez à quoi il s'est engagé, lui? À rien. Il a dit, moi, je ferai de mon mieux, je vais voir. Mais alors, le problème, moi, c'est pas lui. Lui, il défend son pays, vous voyez. Lui, il défend ses activités. J'aimerais qu'on en ait un comme ça. Mais pourquoi personne ne lui dit rien? Il représente à lui tout seul 30% des émissions de gaz à effet de serre. La France est à moins de 1%. Et même par rapport à sa population et à son niveau économique, c'est l'un des pays les plus propres. Quels sont les pays qui ont été attaqués dans le cadre de cette politique d'attaque auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique? La Suisse, c'est le pays le plus propre du monde. La France, maintenant, on veut attaquer l'Allemagne. Mais pourquoi on n'attaque jamais que ceux qui sont propres? Chez nous. Ça veut bien dire qu'il y a une volonté de nous contraindre encore plus. Et qu'en fait, la réalité, quand on n'attaque pas les vrais pollueurs, qui sont en premier la Chine et en second les États-Unis,
Mais pourquoi est-ce que c'est à nous de faire les efforts principaux ? Vous voyez ce que je veux vous dire ? Il serait temps aujourd'hui qu'on comprenne que cette politique n'a qu'un seul but, c'est de cautionner les délocalisations, à la fois industrielles, agricoles, technologiques et autres, vers les pays du tiers-monde. On va peut-être faire un petit peu de perspective. On sait que le chômage devrait continuer d'augmenter toute l'année. Il est à 7,4 aujourd'hui, augmenté jusqu'à 8%. Le pouvoir d'achat devrait donc en souffrir, celui des Français. Mais Emmanuel Macron pense que la France a encore tous les atouts pour réussir. Est-ce que vous êtes optimiste, vous aussi, comme lui ? Que vous me disiez que la France a des atouts, oui, le niveau de ses ingénieurs, oui, son savoir-faire dans de très grands domaines, le luxe, l'aéronautique, beaucoup de domaines, par exemple l'hydrogène aujourd'hui, on est au top, même l'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que beaucoup de nos talents partent à l'étranger. Et ça, tout le monde l'observe. Beaucoup de nos créateurs d'entreprises ou de gens qui veulent, je dirais, créer des entreprises, créer de nouvelles filières, partent ailleurs. Parce que les conditions en France sont mauvaises. Donc, les atouts, oui, c'est le talent du peuple français. Ça, je peux le dire. Il est toujours là, malgré tout, mais on fait tout pour démotiver. Donc, c'est exactement le contraire de sa politique qu'il faut faire pour que les atouts de la France parviennent à profiter d'abord à ceux qui les détiennent, à ceux qui les portent, et puis ensuite au reste de la population. Voilà. Donc, quand Macron parle des atouts de la France, c'est tout juste pour passer la brosse à reluire et puis essayer de rassurer les Français. Mais encore une fois, qui croit encore ce que nous dit Macron ? Qui, en France, peut me dire qu'il croit ce que raconte M. Macron ? Oui, la France a des atouts, et elle en aurait encore plus s'il arrêtait de les massacrer. Et de massacrer les Français. De massacrer les Français qui travaillent. De massacrer les Français qui embauchent. Parce que la réalité, elle est là. Vous savez, on n'a pas parlé de ce chiffre. Il y a eu une recrudescence du nombre de faillites l'année dernière. Plus 30, plus 40%, suivant les domaines d'activité. Alors, où sont les atouts de la France si tout est fait pour casser les entrepreneurs qui sont ceux qui portent les embauches? On vous parle de chômage. Pour réduire le chômage, il faut qu'il y ait des employeurs qui embauchent. Mais si on les fracasse, s'ils ferment leurs portes, comment va-t-on réduire le chômage ? On ne va pas embaucher encore des fonctionnaires. Il y en a déjà de trop. La réalité, c'est que les atouts de la France, Macron ne cesse de les massacrer, de les tourner en bourrique, de les affliger. Et donc, c'est tout le contraire de sa politique qu'il faut faire pour que vraiment nous recommencions à profiter de nos atouts et que nous redevenions le grand pays que nous étions. Olivier Piacentini, excusez-moi, merci à vous d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Vous pouvez, je vous le rappelle, comme d'habitude, cliquer sur le pouce en l'air en bas à droite de cet écran, commenter et partager cet entretien maximum pour un meilleur référencement de TV Liberté sur Internet. Merci à vous, Olivier Piacentini. Merci Pierre. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.